Pourquoi la Thaïlande? Le pays des sourires, le pays de la liberté. On se sent quand même, mine de rien, en sécurité. Je me sens personnellement en sécurité, ma fille aussi également. Koh Samui est un tarif, à mon sens, correct. On n'est pas sur quelque chose d'exorbitant ou de trop abusé. En investissant un peu plus, que ce soit dans le loyer, dans les transports, dans la bouffe, etc., je gagne beaucoup plus parce que je me sens mieux. Le fait de s'installer quelque part avec son enfant, notamment à Koh Samui, c'est une bonne décision. Ça lui a permis d'apprendre l'anglais, ça lui a permis d'avoir d'autres horizons, de voir une culture différente, de voir aussi également une manière d'apprendre différente. Et elle me le dit tous les jours, ouais, qu'elle est heureuse et surtout que ça lui permet de voir autre chose, d'être zen, d'être sereine en fait. Aujourd'hui, je reçois Chris qui vit à Koh Samui depuis quelques temps avec sa fille. Sa petite fille qui est ici juste derrière d'ailleurs. Il a un cabinet marketing et il fait partie de ces francophones qui ont sauté le pas. Et pas seulement seuls, mais avec leur famille. Et c'est rarement le profil que je mets en avant sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi il est parti, ce qui fait qu'il reste, comment ça se passe pour sa fille et toutes ces choses. Donc bienvenue Chris. Bien le bonjour Brian, merci pour l'invitation. Oublie pas de quand oui, tu bien parles. Sûr, bien sûr. Avec plaisir. Je vais te laisser la parole durant toute la durée de cette vidéo. Tu vas pouvoir parler, mais je voulais juste rappeler à l'audience qui nous regarde que sur cette chaîne, je partage mon retour d'expérience en tant qu'expatrié et investisseur principalement dans l'immobilier. Moi, je me suis expatrié il y a plus ou moins 5 ans, ça veut dire 5 ans que je suis ici, et j'ai eu la chance, en fin de cycle, lors de mes études à l'université, de faire un stage ici, et puis je suis jamais reparti. Ensuite, j'ai lancé mes entreprises, etc. Maintenant, je m'intéresse particulièrement à l'investissement immobilier. C'est ce que je mets en avant sur la chaîne. Je n'ai pas forcément de services ou de produits à proposer, mais par contre, je partage volontiers mon réseau local, et c'est pour ça qu'il y aura un lien en dessous de cette vidéo. Comme je le disais, toi, tu vis à Koh Samui et tu es papa d'une petite fille, c'est ça? C'est ça, petite fille de 12 ans. De 12 ans. Et tu as quel âge? J'ai 35 ans. Et du coup, la question, c'est est-ce que Koh Samui, s'expatrier, voyager en Thaïlande, ça rajeunit? Parce que tu fais pas du tout tes 35 ans. Merci beaucoup. Oui, On dirait que tu as 20 ans. Enfin, non, disons 25. Je pense que c'est le soleil. Ouais. C'est le soleil, c'est la mer, c'est la discipline, le fait de tenir un rythme de vie, de faire son sport tous les jours. Ça maintient en forme. Et surtout, pas d'alcool. Pas toutes ces, tu bois pas toxiques, d'alcool? Non, je bois pas d'alcool, je fume pas non. Et tu es un sportif? On va dire ça. Grand sportif, je sais pas. Sportif, on va dire régulier, oui, on essaye. Pour ceux qui te découvrent ici, c'était quoi ta vie avant? Tu faisais quoi? Ok, grosso modo, qui je suis d'origine portugaise. J'ai vécu donc les 10 premières années de ma vie sur la France, 15 premières années, pour après aller sur l'île de la Réunion. Et ça fait, on va dire que je me suis installé les 15 dernières années de ma vie sur l'île de la Réunion. Donc ça, c'est pas, je vois pas de grand changement en fait avec Koh Samui finalement. Mais c'est français, voilà. Et ce qui permet finalement d'avoir tous les droits français, mais de ne pas avoir ce stress, cette vague un petit peu qu'on peut retrouver en France, cette vague énergétique un peu basse qu'on peut retrouver en France. C'est vrai qu'à La Réunion, on le voit, on le ressent un peu moins, quoi. C'est beaucoup plus chill, beaucoup plus tropical. Qu'est-ce que je faisais sur l'île de La Réunion? J'ai d'abord commencé par la création d'un journal de presse que j'ai tenu pendant pas loin de 3-4 ans, pour après switcher sur une agence de marketing digital. On va dire que les 15 dernières années de ma vie ont servi à aider les entreprises à mieux se digitaliser, à mieux investir dans leur communication en ligne. Et voilà, maintenant ça fait près de 1 an, 2 ans maintenant que j'ai ouvert le cabinet. Qu'est-ce qu'on fait au sein du cabinet? On aide toujours les entreprises sur 2 pôles, l'acquisition et la conversion. Mais bon, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que je travaille en ligne. Oui. Ce qui me permet justement de pouvoir voyager un peu partout, et j'ai pu faire un tour du monde pendant presque 2 ans avec ma petite fille de 12 ans. Voilà. Et maintenant on s'est installé sur Koh Samui parce qu'on s'est dit que c'était assez bien déjà, et puis qu'il y a une école internationale qui était correcte. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter 1 an ici, quoi. Tu as quitté La Réunion pour des raisons en particulier? Parce que tu es en Thaïlande, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai quitté La Réunion? Pour quitter le système français. Donc très honnêtement, je sais que je ne vais pas forcément faire des amis, je vais créer polémique sur cette vidéo en disant ça, mais au bout d'un moment, quand tu es entrepreneur en France, en fait, vraiment, typiquement, je trouve que la France n'est pas faite pour les entrepreneurs. Parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas suffisamment d'aide, c'est tout l'inverse en fait. On n'aide pas les entrepreneurs, on essaie de leur mettre des bâtons dans les roues. Grosso modo, mais c'est ce que je pense, sans rentrer dans les détails. Donc en fait, au bout d'un moment, quand tu fais, en plus surtout à La Réunion, quand tu fais vite fait le tour de l'île, ça reste petit, t'en as un peu marre, quoi. T'as envie de bouger, de voir autre chose. Donc j'ai tenté l'Espagne, j'ai tenté d'autres pays en Europe
pour après venir en Asie, ce qui me convenait beaucoup mieux et ce qui voilà, était beaucoup plus, on va dire, adapté à mon style de vie. Quand tu dis que justement ce système n'aide pas les entrepreneurs, est-ce que tu as un exemple concret qui t'a touché directement? Ah bah ouais, typiquement, charge salariale, on va dire. Voilà, charge salariale. Voilà, charge salariale et TVA. Quand on commence à donner la chance en fait à d'autres personnes, donc à recruter, à former, à salarier, donc des personnes au sein de ta propre entreprise, et que au bout de quelques mois tu reçois la note salée des charges salariales, finalement, je connais pas moi, je suis novice dans je recrute mon premier employé, mon deuxième, puis mon troisième, et puis au bout de quelques mois, je me retrouve à payer des sommes astronomiques où je me dis, mais attends, je dois payer le salaire, je dois payer aussi autant de charges, plus la TVA, plus ça. Mais il est où mon bénéfice là-dedans, finalement? Et la question que je me pose, c'est est-ce que les personnes que j'ai recrutées, qui sont salariées, me rapportent autant que ce que je paye? Ah, finalement, non. Donc là, on se retrouve dans un souci majeur. Et donc, on décide d'arrêter de travailler avec certains employés. Voilà, je pense qu'on est obligé de faire, en tant que dirigeant, on est obligé de se positionner et de faire certains choix. On essaie de trouver justement de l'aide, on essaie de trouver des solutions, mais visiblement, en France, quand on fait le compte, la comptabilité à la fin, entre la TVA, les charges, les impôts, etc., il ne reste pas grand-chose en termes de bénéfices. Alors qu'à la base, je suis sur un modèle économique de prestation de services. Je le rappelle, j'ai un bénéfice qui est supérieur à la plupart des industries qui demandent d'acheter du matériel, qui demandent d'investir. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est là que je trouve un peu paradoxal et anormal à mon sens. On peut scaler en France, on peut scaler une boîte, on peut faire des millions, on peut scaler des boîtes en France, il n'y a aucun souci. Mais quand on démarre et quand on veut monter, quand on veut avoir cette ascension, je trouve que c'est plus compliqué que si on vit à l'extérieur et on s'émancipe un petit peu de tout ça, quoi. Voilà. Ça, c'est une des raisons, c'est un bel exemple qui a fait que tu as voulu switcher, de sortir de ce système. C'est ça. Et tu as encore un ancrage en France? Il y a des activités? Aucun. Fini. Plus rien. Tu me disais que ta petite fille, elle retourne quand même à La Réunion de temps en temps? C'est ça. Elle retourne à La Réunion, donc elle fait 1 an avec son papa et 1 an avec sa maman, qui habite sur l'île de La Réunion. Donc dans quelques mois, elle s'en ira sur la, sur la Réunion, je serai tout seul. Tu vas t'acheter un petit singe, tu me disais. Et je vais m'acheter, j'aimerais bien avoir un petit singe. Je vais remplacer ma petite fille par un petit singe. Ça aussi, ça va faire grincer les dents de certains. Pourquoi pas autre chose? Il y a d'autres pays exotiques ou d'autres pays dans lesquels des entrepreneurs peuvent se développer. J'ai adoré le Vietnam. J'ai vraiment surkiffé le Vietnam. Pourquoi la Thaïlande? Le pays du sourire. Le pays du sourire. Le pays de la liberté. Le pays où on se sent quand même, mine de rien, en sécurité ici. Enfin, moi, personnellement, je me sens personnellement en sécurité. Ma fille aussi également. Il y a un potentiel de bien-être qui est supérieur à bon nombre de pays que j'ai pu visiter. Donc la sécurité, ça reste un deuxième point, donc c'est un deuxième pilier pour toi fondamental. La sécurité est fondamentale, ça c'est clair. Je ne me verrais pas, par exemple, habiter dans un pays comme le Cambodge, où je ne me suis pas senti en sécurité, par exemple, ou la Malaisie. Voilà. Et tu n'as pas ce sentiment de Pas du tout. sécurité envers Pas la du tout. France? En France, si, en France, je me sens pas en sécurité. Ça c'est. Après, j'ai pas trop vécu en France ces dernières années, donc je suis pas un métropolitain. J'ai pas vécu en métropole sur la France française. J'ai de la famille qui habite sur place. Je vois un peu l'effet que ça leur donne. La plupart sont devenus racistes. De plus en plus de Français deviennent racistes. Mais vraiment, mais c'est dommage à dire. C'est dommage, parce que même moi, je me sens mal de dire ça, sortant de ma bouche. De plus en plus de Français deviennent racistes. Et ça me peine énormément. Et quand j'essaie de comprendre pourquoi, c'est à cause de cette insécurité dans les rues. Voilà, je prends l'exemple typiquement de mon petit frère qui vient d'avoir un enfant, qui a l'âge de 2 ans. Quand il sort du côté de Montpellier dans les rues, il ne se sent pas en sécurité. Il est constamment en train de se faire harceler par des bandes de racailles ou autres, je ne sais pas comment les appeler, mais il n'est pas en sécurité. Donc quand je l'ai au téléphone, à chaque fois, il me fait part de son racisme. Il me fait part de cette haine envers une certaine communauté. Et que je trouve vraiment dommage parce que ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Nous, on est à Koh Samui, pour rappel ici. Oui. Toi, est-ce que tu sens, si on prend ce point-là en particulier, que tu es bien à Koh Samui, en sécurité? Il y fait bon vivre? Ouais. Vivre à Koh Samui, surtout avec sa famille,
c'est augmenter ses chances d'être heureux, à mon sens. Après, ça dépend ce qu'on entend par être heureux, hein. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne personnellement, je me sens serein, je me sens équilibré, je me sens discipliné et je me sens surtout heureux, en fait, mais équilibré, voilà. Safe et équilibré. En sécurité, donc, je peux laisser ma moto avec les clés, tout comme on peut laisser l'ordinateur sur une table d'un restaurant et revenir 2 heures après, il bougera pas. C'est vrai. Ça doit être normal en fait ça. Pourquoi ça nous... ça devrait être normal. On entend souvent dans les médias, en France, on parle de sentiment d'insécurité. Ici, on parle de sentiment de bien-être. T'es dingue, Parce qu'on se sent bien, c'est vrai. c'est clair. Quel serait le budget? Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent pour un papa expatrié avec sa fille ici, de vivre ici? C'est quoi le budget sans indiscrétion? Si C'est tu très devais intéressant. faire une comparaison. C'est une très très bonne question et on n'en parle pas assez. Et je trouve qu'il y a beaucoup de fake sur internet. Oui, ça coûte cher d'habiter à Koh Samui, mais c'est relatif, encore une fois. Ce qui va coûter cher par exemple pour moi ne va pas l'être pour toi. Mais maintenant, je vais rentrer dans le concret. Combien ça coûte typiquement? J'ai un loyer qui s'élève à hauteur de 1700 euros par mois. Donc là, je vous parle en euros. Ok. On peut peut-être préciser dans quel genre de bien tu vis? Ok, oui, bien sûr, bien sûr. Je vis dans une villa, une maison, avec une piscine privée, 2 chambres, meublées, tout est entièrement meublé, et j'ai le service de ménage qui est inclus 2 fois par semaine, ainsi que le jardinier et le pisciniste. Voilà. Et l'électricité n'est pas inclus, mais voilà, avec la clim qu'on met uniquement la nuit, on va dire, et quelquefois le jour quand on est à la maison. Ça revient ouais, à 1700 euros de loyer, à peu près 1800 euros. Voilà. Donc ça, c'est uniquement le loyer. Ensuite, l'école. L'école internationale. Il faut compter entre 1000 et 1500 euros par mois de frais d'école. Ça fait à peu près 10-12 000 par an. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qu'il faut compter. Ça, c'est sans compter le taxi, etc., qui va la ramener à l'école. Donc, c'est un peu le budget. Au niveau de la bouffe, de l'alimentation, je cuisine pas. Mais je crois qu'il y a très peu de personnes en Thaïlande qui cuisinent, j'ai l'impression. Et effectivement, on en a pour... je crois par jour, il faut compter à peu près 30 euros. Donc sur 10 jours, ça fait 300, 900 sur 30 jours. Donc sur un mois, à peu près entre 700 et 1000 euros d'enveloppe budgétaire pour la bouffe, quoi. Voilà. Et après, il y a tous les petits à côté. Comme là, on ne voit pas derrière, là, mais il y a des îles comme Koh Phangan qui se trouvent pas très loin, Koh Tao. Donc il y a les sorties du week-end et les petits recovery, là. Donc centre de bien-être avec spa, hammam, etc. Et activités en tout genre. Il faut compter encore allez, 5 à 600. Donc je récapitule par mois. Ça fait 1700, 1500 à peu près. Compte entre 3500 et 4000. 4000 euros pour 2 personnes. Moi, ma fille et moi-même. Donc il n'y a que 2. Pour vivre ici correctement. Ça inclut on a le scooter, on a l'essence qui est dedans. Voilà, on a. J'aime bien dire qu'on a le cuisinier, même si on mange quasiment tous les jours au resto, on a un cuisinier qui nous fait à manger. Et ça, quelque part, c'est quand même un confort. Donc t'as pas vraiment le sentiment de te priver de quoi que ce soit? Pas trop. Même si. Non, en vrai, je regarde jamais les prix. En Thaïlande, l'avantage comme au Vietnam, comme dans toute l'Asie quasiment, on regarde pas trop les tarifs. Enfin, j'ai pas moi cette impression de regarder les tarifs, de faire attention en tout cas. Alors, encore une fois, c'est relatif, mais acheter du jambon en magasin, je dis une bêtise, mais acheter des tranches de jambon en magasin, il y en a pour 10 euros les 4 tranches. 10 euros les 4 tranches! C'est vrai. C'est énorme! Tu vois. On ne fait pas attention parce qu'on n'en mange pas non plus des masses, et on regarde pas forcément les prix parce qu'on se dit c'est 200 bahts, 200, 250 bahts. Mais 200, 300 bahts, ça fait combien? Ça fait 10 euros. Hein. C'est vrai. Tu vois? On s'en rend pas On compte. s'en rend pas compte. Pour nous, c'est pas beaucoup. 10 euros 4 tranches, tu vois, en France, je pense pas que ce soit les mêmes tarifs. Donc en fait, c'est ça. On pourrait penser que c'est pas cher la Thaïlande. Aujourd'hui, c'est faux. La Thaïlande n'est pas devenue pas chère. En tout cas, la Koh Samui n'est pas chère. Voilà. Koh Samui est un tarif, à mon sens, correct. On n'est pas sur quelque chose d'exorbitant ou de trop abusé. Certaines choses, effectivement, à mon sens, sont dans l'abus, mais ça peut se comprendre avec import-export, etc. J'ai un peu l'habitude de vivre sur les îles. Ne penses-tu pas qu'il est possible de vivre avec un budget raisonnable, bien sûr, en
réduisant sa qualité de vie. Par exemple, il existe des street food, des night markets, on peut manger pour 100 bahts, donc 200 bahts si on est deux. Honnêtement, Brian, effectivement, c'est relatif et ça dépend vraiment de chaque personne. On peut effectivement trouver un petit endroit à 400-500 euros. Mais il faut voir l'endroit que c'est, tu vois. Donc 400-500 euros, ça vaut 400-500 euros, tu vois. C'est une petite chambre sous pilotis, là. Enfin, j'ai l'impression, la plupart des trucs que je vois, c'est ça. C'est pas le confort européen, hein. C'est un confort thaï. Voilà. Et effectivement, moi, je pars toujours du principe où quel est l'effet que ça va me faire psychologiquement au quotidien. L'environnement, enfin, voilà. Quel effet psychologique ça va me donner au quotidien, le fait de me retrouver dans ce genre d'environnement. Et en fait, c'est vraiment ça. Si je suis dans un environnement où je ne suis pas motivé, où je suis pas confortable, je ne me sens pas inspiré ou autre, à cause à effet, on va avoir des répercussions sur tout mon travail, sur mon bien-être intérieur. Je vais peut-être me faire passer pour un petit prince en parlant comme ça. Mais en même temps, c'est la réalité. Donc je préfère investir un peu plus. Et figure-toi qu'en investissant un peu plus, que ce soit dans le loyer, dans les transports, dans la bouffe, etc., bah, je gagne beaucoup plus parce que je me sens mieux. Et à l'inverse, si je fais l'économe, voilà, où je prends un petit logement à 500 euros, je vais manger des street food tous les jours, etc., alors oui, je vais survivre. Mais est-ce que réellement je vais me sentir bien psychologiquement? Je ne sais pas. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut vivre avec un 1500 euros par mois, par exemple, si on est concret? Franchement, je n'y pense pas. Enfin, je crois pas. À Koh Samui, 1500 euros, on peut, mais pas pour du long terme, à mon sens. Sur du court terme, voilà. On n'est pas sur une vie de millionnaire avec de la grosse villa, etc. Non, on est sur une vie vraiment confortable, correcte, et qui convient à 99% des gens, à mon sens. Et surtout qui offre un cadre de vie sécure, équilibré, discipliné à son enfant. Et pour moi, ça a vraiment pas de prix, pour le coup. Si je devais te demander, c'est quoi vraiment les critères pour toi, les piliers fondamentaux que tu veux retrouver dans un pays pour ton enfant? Ok, plage, c'est-à-dire que Bangkok, bah, malheureusement, ça collera pas. Grosse agglomération, etc., non. Mais donc plage dans les alentours. Mais c'est parce que aussi, ma fille est une petite fille des îles. J'ai vécu les 15 dernières années de ma vie autour des îles. Voilà, et je cours tous les matins au bord de la plage pieds nus pour me connecter, pour ressentir et en baver. Tu vois, comme j'aime. Mais ouais, donc c'est la plage le premier critère. Deuxième critère, sécurité. Donc plage, ok, mais si c'est pour aller vivre au Mexique et se faire racketter par des policiers tous les 4 matins, c'est un vrai fléau actuel. Hein. Non, je vais éviter. Donc sécurité, ça c'est hyper important. Coût de la vie aussi, je dirais. Coût de la vie parce que si je prends l'exemple du Dubaï vs Asie, alors je sais qu'il y a plusieurs écoles et que beaucoup de personnes pensent que les entrepreneurs qui vivent en Asie sont des entrepreneurs qui ont échoué. Les entrepreneurs qui vivent à Dubaï, successful. Tu vois, c'est un petit peu j'ai entendu ça à plusieurs reprises dans les commentaires et tout, je le vois. Bon, d'accord, vivre à Dubaï, d'accord, il y a un style de vie, il y a un luxe, il y a un confort, etc. Mais par exemple, le cappuccino que je suis en train de boire ici, il a le même goût à Dubaï qu'à Koh Samui, on est d'accord? Voilà. Donc à Dubaï, je vais l'acheter entre 10 et 15 euros, ce cappuccino, alors qu'ici, je vais le payer peut-être 4 euros face à la mer, etc. Donc en fait, pour moi, coût de la vie, c'est aussi important que je ne vais pas me mentir. Voilà, clairement. Raisonnable. Correct et raisonnable. Japon, par exemple, ça pourrait me convenir. C'est au-dessus de la Thaïlande en termes de coût de la vie, c'est un peu plus cher, mais c'est très similaire à l'île de la Réunion ou à Singapour. Tu vois, où on a des tarifs qui sont très similaires. Singapour, pareil. On sait que c'est un peu plus cher que les pays autour, mais que c'est pas non plus exorbitant à la Dubaï ou comme dans certains d'autres pays, comme Monaco par exemple. Là, t'es parti boire un café à Monaco, mais voilà, c'est pas une bouteille d'eau, c'est 10 balles. Enfin bref, je suis pas là pour chipoter ou gratter, etc. Mais on est des Français. Voilà. Le Français, il est comme ça. On aime se plaindre, on aime payer le moins cher possible, on donne pas de tips et on veut le meilleur. Voilà. Mais là, c'est dans la nature du Français, la vérité. Tu vois. Maintenant, voilà, je suis pas quelqu'un qui me plaint, je me contente de ce que j'ai, effectivement, dit-il avec sa maison et qui veut pas prendre un petit loyer. Non, franchement, je suis très heureux de ce qu'on a quand tu sors à Koh Samui, quand tu sors en Thaïlande. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le pays du sourire.
mais la bonté des gens me font fondre mon cœur en fait. Souvent on part avec la petite, on va se balader pour rencontrer des nouvelles personnes. On rencontre sur des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'on a l'impression de connaître depuis des années, tout ça avec un simple sourire, une bienveillance à faire dénuder un ange, vraiment un truc qui... Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps de savoir on habite dans un territoire où la population est gentille avant tout, est bienveillante, aime les enfants, n'est pas là pour faire des problèmes. Les Thaïs ne font pas de problèmes. C'est vrai, j'ai rarement vu un Thaï envenimer, chercher des problèmes, être méchant, de la méchanceté gratuite, être raciste. Enfin, j'ai rarement vu ça en fait. La plupart des Thaïs tous, hein, il y a le smile, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a le fait de rendre service, et ça fait du bien, c'est chouette. J'avais une question concernant l'expatriation ici au niveau des démarches, etc. Parce que c'est bien beau, on voit les cartes postales, la plage, etc. Mais pour quelqu'un qui s'expatrie, notamment en famille, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés du style visa, des difficultés administratives pour l'école, etc. Je sais que l'école c'était un peu cher. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est un bordel? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, côté administratif, comme beaucoup d'hommes, c'est un peu le brouillard. Je patauge, ouais, et puis c'est surtout que j'aime pas ça. Mais voilà, mine de rien, il faut quand même le faire, c'est dans l'obligation, surtout quand on parle de visa et de rester ici. Alors, il faut savoir que quand ton enfant est scolarisé dans une école internationale, je ne veux pas dire que c'est compris dans le tarif, mais tu dois payer un surplus pour que l'école puisse faire le visa, donc la demande de visa pour ton enfant qui est scolarisé. Et en fait, toi, tu as un visa de ce qu'on appelle accompagnateur. Et par contre, ce visa accompagnateur, tu peux le demander, mais il y a certaines conditions, notamment avoir sur un compte thaïlandais plus de 15 000 euros, je crois. Je crois que c'est 500 000 bahts, comme ça, donc c'est entre 13 et 15 000 euros. Voilà. Donc j'avais le choix entre faire soit ça, ce visa d'accompagnateur. Donc j'avais commencé à faire ça en fait les 6 premiers mois, pour après, plutôt que de renouveler, eh bien, je suis parti sur un visa d'étudiant également. Okay. Aussi dingue que ça puisse paraître, je suis retourné à l'école pour apprendre l'anglais et une partie thaï. Voilà. Okay. Donc maintenant, deux fois par semaine, je suis étudiant. Donc tu as procédé de cette façon. Après, il y a d'autres visas. Hein. Il y a le visa DTV, il y a le visa nomade. Mais en fait, pour les histoires de visa, ça coûte cher, hein, mine de rien. Oui. Parce que le fait de faire... Alors, visa touriste, c'est bien beau, mais il faut sortir du territoire tous les 60 jours, au risque de se faire refuser l'entrée parce qu'on a trop abusé du visa touriste. Beaucoup de personnes font des 2 mois ici, repartent dans un pays pendant 2 jours et reviennent en Thaïlande pour retamponner encore 60 jours, le visa touriste. Ça a des risques quand même, donc je ne le conseille pas. Visa accompagnateur, la seule grosse condition qui est un petit peu moyenne, c'est d'avoir 15 000 euros sur le compte stocké et qui ne bouge pas. Voilà, sinon, De toute façon, des visas, il y en a énormément, et dépendant des objectifs de chacun, du profil, il y en aura un dédié, ça c'est sûr. Et au niveau de l'intégration de ta petite, que ce soit l'intégration humaine, avec les gens autour, est-ce qu'elle s'est faite des amis, ou l'intégration administrative, est-ce que c'est complexe? Côté administratif, visa, non, parce que l'école gère. Voilà, ils ont tous les services adéquats et ils sont payés suffisamment pour pouvoir le faire. Voilà. Côté social, donc avec les enfants, il faut savoir que dans une école internationale, notamment celle de Koh Samui, il n'y a qu'une classe par level, par niveau. Donc il y a une classe de 6e, une classe de 5e, une classe de 4e, 3e, etc. Et en fait, ce qui se passe en fait dans ce genre de cas, c'est que ma fille par exemple, elle est en 5e. Si elle n'arrive pas à avoir d'amis ou si elle ne s'entend pas bien avec le peu de filles de sa classe, qui sont peut-être 4 ou 5, elle est trop grande pour traîner avec des filles de 6e et elle est trop petite pour traîner avec des filles de 4e. Elle est obligée de s'entendre avec son groupe. Et voilà, c'est ça. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de... Entre filles, c'est une autre mentalité. Oui. Voilà, bon, là c'est pareil, on ne va pas rentrer sur un sujet de la parentalité et sur la gestion sociale de son enfant, mais c'est un peu compliqué, surtout quand c'est adolescent, que c'est en gestion des émotions, etc. Donc je dirais que l'adaptation au collège, ça s'est bien passé dans un premier temps. Dans un second temps, il y a toujours des petits aléas, des petits couacs, des petits embrouilles de leur âge. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y ait justement une seule classe par niveau, ce qui ne lui permet pas finalement d'avoir des amis de son âge.
Ok. Et ça, c'est juste le petit bémol, à mon sens. Après, l'école dans l'ensemble est plutôt correcte. Il y aurait des petites choses à voir, mais c'est pas non plus grand-chose, donc Mhm. ça va. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, ouais, je te raconterai plus tard. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, si tu devais un petit peu récapituler, est-ce que tu te dis parfois justement que par rapport à tout ça, tu as fait une connerie de l'emmener, de la déplacer de la France jusqu'ici, ou est-ce que tu penses que finalement n'a-t-elle pas gagné à grandir ici plutôt qu'en Elle France? a, Au elle final, si a, tu fais le oui, pour et le contre. c'est très bien, c'est très très bonne question. Je pense que c'est un des meilleurs choix de ma vie que j'ai pu faire. Et je me pose la question de me faire un autre choix, c'est de la déscolariser en troisième. Tu vas l'enlever de l'école, Chris? Ça va pas. Tout ça parce que je trouve qu'il y a une incohérence entre ce qu'ils apprennent à l'école aujourd'hui et dans le monde dans lequel on vit. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour répondre à ta question, ça a été un des meilleurs choix qu'on ait fait de déménager de la Réunion pour qu'elle puisse faire un an ailleurs, même si on avait l'habitude de voyager ensemble, aux quatre coins du monde. Mais là, le fait de s'installer quelque part, avec son enfant, notamment à Koh Samui, c'est une bonne décision. Ça lui a permis d'apprendre l'anglais, ça lui a permis d'avoir d'autres horizons, de voir une culture différente, de voir aussi également une manière d'apprendre différente, parce que même si l'école internationale respecte le programme français, ils ont un système pédagogique qui est un tantinet un peu différent, peut-être un peu plus proche de l'élève, etc. Donc pour moi, c'est une bonne chose, et je me demande si je ne ferais pas le choix par la suite de la déscolariser pour faire un cours à la maison, un genre de cours à la maison, avec un prof qui lui fait suivre le programme scolaire normal, voilà, habituel français, et un autre prof plutôt sur la finance, le marketing Ok, et d'accord. l'IA, qui va justement lui apprendre Ok, les je études vois. d'aujourd'hui, etc. Donc c'est plutôt ma vision là-dessus pour l'enfant, mais ça reste toujours pareil. On ne sera toujours pas en France, on sera au Japon, au Vietnam ou ailleurs, voilà. Les, les écoles à Samui ne sont pas Il n'y en a qu'une seule. compétentes? Il n'y en a pas plusieurs? Je pense Hmm. qu'ils viennent d'en ouvrir une ici à Ah, Ménam. peut-être dans le nord, Elle est où à l'école? à La Maille, C'est Winfield. Whitfield. Donc c'est pas une école C'est une école suffisamment. internationale. Mais pour toi, elle est pas. Les standards de l'école sont pas suffisamment élevés? Bah, je trouve que en fait mais je pense pas que ça a à voir avec l'école même. Quoique. Moi je pense que c'est plus à voir avec le système français, avec ce qu'on apprend à l'école, Ah, d'accord. ce qui est dans le programme français. C'est juste là-dessus que j'ai un petit point, un petit bémol, qui est incohérent avec dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui en fait. Un exemple tout bête, mais on va pas rentrer. Voilà, c'est un vrai sujet. Ça, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans les cours, tout simplement. Je veux dire, c'est la base des bases. En Chine, en Danemark ou dans plusieurs pays, ils l'ont déjà implémenté pour nos enfants. Pourquoi pas en France en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend, tu vois? D'accord, je Et comprends. donc c'est plus sur ce genre de choses quoi. Est-ce qu'elle est heureuse avec son papa à Koh Samui? Bah écoute, faudrait lui demander, mais Je pense qu'elle est en train de faire ses affaires à l'intérieur. À Je mon avis, elle est pense, heureuse. Elle oui. faisait des photos de la vue. Je pense que tout va bien. elle me le dit tous les jours, ouais, qu'elle est heureuse et surtout que ça lui permet de voir autre chose et d'être zen, d'être sereine en fait. J'apporte une importance particulière à la sérénité d'esprit. Voilà, vraiment. Le fait de se réveiller le matin et de se coucher le soir serein, Mhm. ne rien avoir à se reprocher, aussi bien parce qu'on a respecté son corps, on a respecté son esprit, on a respecté son travail et ses clients. Et ben, c'est satisfaisant en fait, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. De ne pas créer le manque, de ne pas se créer des émotions néfastes pour sa santé mentale, telles que du stress, de l'anxiété. On peut ressentir de l'anxiété. Là, il y a pas loin de 2-3 jours, j'ai ressenti une espèce de truc bizarre sur mon cœur. C'est donc ça l'anxiété? Je me suis dit, mais ça vient d'où ça? Et c'est mon inconscient qui travaillait sur un truc tout bête, mais voilà, le fait d'en prendre conscience, de respirer, de prendre de la hauteur, et voilà, ça passe et c'est ok. Et donc c'est ok de ressentir ce genre d'émotion, c'est pas ok de l'accepter et de forcer et de le faire monter soi-même. Voilà, c'est. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience. Tu as dit plein de choses intéressantes. Si, comme Chris, tu penses sérieusement à t'expatrier, à vivre ailleurs qu'en France ou à considérer l'investissement à l'étranger, tu peux directement me contacter. J'ai pas forcément, comme je le disais en début de cette vidéo, de service ou d'agence en particulier, mais je peux volontiers vous mettre en relation avec mon réseau local,
avocat, fiscaliste, agent, promoteur, toutes ces choses. Je mettrai le lien ici en dessous dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires, ce que vous avez trouvé intéressant, ce qui était peut-être pas assez approfondi, ce que vous voulez clarifier, posez toutes vos questions, mettez tous vos commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!